Donc bonsoir à toutes et à tous pour cette conférence donc, de Claude Gauvard que je suis ravie d'accueillir ce soir dans le cadre du cycle Grande Voix. Je ne sais pas s'il faut présenter Claude Gauvard, mais je vais tout de même tâcher de le faire brièvement. Je suis évidemment très heureuse, très honorée d'accueillir Claude Gauvard ce soir à l'école pour deux raisons. La première, c'est que Claude Gauvard est une amie de l'école des Chartes. Elle a été jusqu'à la fin de l'année 2022 membre du conseil d'administration de notre école, donc durant de longues années. Et elle a également présidé le jury des thèses du diplôme d'archiviste paléographe. Donc Claude Gauvard connaît particulièrement bien notre école. Elle a accueilli également pendant de longues années au sein de son séminaire de recherche de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de très nombreux chartistes, filles et garçons, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Donc deuxième raison qui fait que je suis extrêmement heureuse de l'accueillir ce soir. Donc une raison un peu plus personnelle puisque au-delà de la fréquentation de son séminaire de recherche à Paris 1, qui était vraiment un lieu formidable de réflexion, d'échange, extrêmement stimulant, Claude Gauvard a fait partie de mes jurys de thèse, je dirais de tous mes jurys de thèse, du jury de la thèse de doctorat à celle de l'habilitation à diriger les recherches. Et je suis très, très heureuse d'avouer que mes propres travaux lui doivent beaucoup. En effet, cher Claude, j'ai toujours beaucoup appris en vous lisant. Vous avez une écriture à la fois extrêmement documentée, donc au plus près des sources médiévales, et en même temps toujours extrêmement lumineuse et claire. C'est vraiment, je crois, le propre d'une grande pensée, d'avoir une pensée qui ne se perd pas dans le jargon, qui est toujours extrêmement précise et claire. Et parmi vos très nombreux ouvrages qui sont maintenant des classiques et qui ont contribué à constituer autour de vous ce qu'on peut véritablement appeler toute une école, je retiendrai particulièrement, donc en tant qu'enseignante, ancienne enseignante, enfin actuellement je suis toujours enseignant-chercheur, mais je n'ai plus le bonheur d'enseigner, mais je l'ai fait pendant de longues années, et vos manuels parus aux presses universitaires de France étaient d'une très grande aide pour moi en tant qu'enseignante, pour mes collègues et pour les étudiants. Et puis en tant qu'historienne du politique et du social à la fin de la période médiévale, votre thèse d'État, bien sûr, de grâce et spéciale, crime, État et société à la fin du Moyen-Âge, reste sur bien des sujets un ouvrage de référence. Et j'en retiendrai également deux qui me touchent particulièrement. L'un en particulier le premier qui m'a beaucoup aidé pour mes travaux d'habilitation, le bel ouvrage que vous avez fait paraître en 2005, qui était intitulé « Violence et ordre public au Moyen-Âge », qui pour moi est vraiment une bible. Et l'avant-dernier, avant ce soir, paru en 2018, « Condamné à mort au Moyen-Âge ». Alors ce soir, c'est d'une autre thématique que vous allez nous parler dans votre dernier livre qui est paru chez Gallimard. Il est présenté ici, il est disponible d'ailleurs, j'en profite pour le dire, au sortir de cette salle après la conférence grâce à un libraire partenaire. Donc si vous souhaitez vous le procurer à l'issue de la conférence de Claude Gauvard, c'est possible. Il s'agit d'un ouvrage sur Jeanne d'Arc, donc évidemment un thème extrêmement, traité, inspirant ou pas d'ailleurs, ça dépend évidemment comment on peut le considérer. En tout cas, pour ma part, j'étais très heureuse d'apprendre que vous prépariez un ouvrage sur ce personnage, figure féminine qui reste, je crois, une énigme, je crois qu'on peut le dire, une figure qui a fait, ce n'est pas un mystère, couler beaucoup d'encre et qui n'a sans doute pas fini d'en faire couler encore beaucoup. Sans compter toute la filmographie également très abondante et régulière qui est alimentée par son destin exceptionnel. Alors après le beau livre de Colette Beaune, votre ouvrage à son tour, et j'en suis très très heureuse, qu'il y ait un Claude Gauvard sur Jeanne d'Arc, c'est formidable, permet sans nul doute d'éclairer sous un jour nouveau cette figure controversée et relativement bien documentée
par les sources médiévales, au premier rang desquelles il y a bien sûr les procès de Jeanne d'Arc, procès de condamnation, procès de réhabilitation, mais aussi des documents qu'on peut peut-être qualifier de plus discrets. Et c'est de certains d'entre eux, pour certains d'entre eux, passés jusqu'ici inaperçus, ou dont vous nous offrez une toute autre relecture que celle qu'on avait l'habitude d'avoir, que vous allez nous parler ce soir. Alors, comme toutes et tous ici, dans cette salle, j'ai vraiment hâte de vous entendre à propos de Jeanne, et à travers elle, à propos des femmes au Moyen-Âge, de l'honneur féminin également, un honneur dont on sait qu'il est très facile à entamer, mais également de sorcellerie, de prophétisme, et de bien d'autres thématiques tout à fait passionnantes encore. Donc un immense merci, cher Claude, pour votre présence ici ce soir à l'École des Chartes et pour cette conférence dont je me réjouis très vivement. Merci beaucoup, Michel, de votre accueil et de votre éloge. Nous avons effectivement une histoire commune, longue et, je dirais, chaleureuse, dès le départ de votre thèse et jusqu'à votre habilitation, puis ensuite dans les arcanes de cette maison où vous avez été nommé, élu, plus exactement même, grâce au CA auquel j'assistais, dont je faisais partie, directrice de l'école. Et ce choix, je suis très heureuse, moi aussi, de l'avoir fait. Voilà. Parce que vous remplissez pleinement les contraintes et aussi le prestige que vous portez à l'extérieur de cette école à laquelle, effectivement, je suis très attachée, tout en n'étant pas chartiste, tout en n'étant pas suffisamment érudite pour être chartiste, mais dont j'apprécie, si vous voulez, justement, la complémentarité avec les travaux que je peux faire. Et quand j'ai un problème de lecture, tout simplement, des textes que vous lisez 100 fois mieux que moi, eh bien, je vais vers mes amis chartistes, mes anciens élèves chartistes. Je ne vous dérange pas, vous, parce que, bon, vous avez aussi d'autres préoccupations, mais il y a d'autres anciens élèves chartistes qui peuvent m'aider et que je remercie d'ailleurs chaque fois dans mes publications. Alors, vous avez dit, avec juste raison, que je m'étais intéressée à Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc ne m'a jamais quittée. Elle ne m'a jamais quittée parce qu'on ne peut pas être un médiéviste de la fin du Moyen-Âge sans passer par Jeanne d'Arc. C'est pas possible. Et par ailleurs, il y avait cette excellente biographie de Colette Beaune qui n'est pas une biographie tout en étant une biographie. Donc je ne voyais pas pourquoi j'aurais à écrire sur Jeanne d'Arc. Et il y a eu 2 déclics. Le premier, c'est incontestablement la trouvaille dans le X2A28 des archives du Parlement d'un inédit que Quicherat aurait certainement ajouté à ses publications sur Jeanne d'Arc, un inédit à partir d'un procès sur lequel je reviendrai à la fin de cet exposé, dans la dernière partie de l'exposé, au cours duquel un noble nivernais, Jean II des Ulmes, injurie ou aurait injurié Jeanne d'Arc en la traitant de putain ribaude. Alors là, j'étais dans mon domaine. Celui des injures, celui que j'avais travaillé dans les lettres de rémission, où ces injures sont légion et sont prédominantes, ces injures sexuelles sont prédominantes dans toutes les injures qui sont faites aux femmes. Je me suis dit, ça, tu ne peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. La deuxième raison, c'est que les éditions Gallimard, sans savoir que j'avais découvert ce texte, m'ont fait signe en me disant, voilà, on veut que vous écriviez quelque chose sur Jeanne d'Arc. Dans la collection, donc, les femmes qui ont fait la France. Et je le disais tout à l'heure en aparté, il y a eu au départ une sorte de quiproquo, parce que, je vais vous le démontrer, Jeanne d'Arc n'a pas fait la France au XVe siècle. Mais l'éditeur pensait qu'elle avait fait la France, donc il fallait absolument le démontrer. J'ai donc bataillé et j'ai écrit ce livre qui n'est pas une biographie. Parce que c'est pas la peine, il y en a d'autres, bien mieux faites et très bien faites. Ce n'est pas une biographie, c'est une réflexion sur la façon dont la société a pu accueillir Jeanne d'Arc
avec ses, cette société, avec ses tabous, avec ses préoccupations, avec son code de l'honneur. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous démontrer. Merci beaucoup. En tout cas, merci Michel, encore une fois, de votre accueil dans cette grande maison. Commençons donc tout de suite par un texte qui est la supplique d'Isabelle d'Arc, mère de Jeanne, pour ouvrir le procès en nullité. Le 7 novembre 1455, nous sommes dans la sacristie de Notre-Dame. Et elle demande l'ouverture du procès. C'est une traduction libre d'après le texte latin qui figure effectivement dans les publications du procès en nullité. J'ai mis au monde il y a longtemps, de mon légitime mariage, une fille que j'ai élevée et à qui j'ai fait dûment recevoir les sacrements de baptême et de confirmation dans la crainte et le respect de Dieu et dans les traditions de l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition, en sorte que celle-ci, grandissant à la campagne et au pâturage, fréquentait assez souvent l'Église, recevait presque tous les mois, bien que dans un âge tendre, le sacrement de l'Eucharistie après s'être dûment confessée. S'adonnait avec ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple, auxquels elle compatissait de tout son cœur. Or, bien qu'elle n'ait pensé, ni ourdi, ni rien fait contre la foi des adversaires et des gens hostiles à elle, à sa famille, aux dirigeants des affaires publiques et des peuples sous lesquels la dite Jeanne et les siens vivaient et demeuraient, mirent en cause sa foi, chose injurieuse, outrage et mépris envers les dits gouvernants et les peuples. Ses adversaires, sans en être chargés par aucune autorité légitime, malgré des récusations et des appels tacites et express, après lui avoir enlevé tout moyen de défendre son innocence, la condamnèrent d'une manière funeste et inique dans un procès entaché de dol, violence et injustice, en faisant fi de toutes les règles de la procédure, et ils lui imputèrent faussement et mensongèrement nombre de crimes en falsifiant beaucoup d'articles rendus opposés et contraires à ses dires afin d'obtenir la décision. J'aime beaucoup ce texte. Et j'aime commencer par ce texte comme je l'ai fait bien souvent dans mes cours, quand j'étais encore en activité à l'université. Pourquoi ? Parce que ce texte dit tout, ou presque, de ce qu'est ce procès en nullité, sur lequel bien sûr je reviendrai, mais quelle image donne-t-elle de sa fille ? L'image d'une jeune fille qui aurait dû être de bonne renommée, qui était de bonne renommée, et qui a été diffamée par le procès qui a eu lieu à Rouen à partir du 9 janvier 1431, et par la condamnation à mort, qui est un acte infâme, et le supplice par le feu encore plus, du 30 mai 1431. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille de bonne renommée ? Le texte le dit parfaitement. Elle est née de parents unis en légitime mariage. Hein, c'est le texte précédent. Voilà. Hein, voilà. De mon légitime mariage. Vous voyez, elle le dit tout de suite. Elle est née donc de parents unis en légitime mariage. Elle n'est pas issue de concubinage ou de mariage clandestin. Les bans ont été prononcés et la cérémonie a eu lieu à l'église paroissiale. Elle aurait même pu ajouter que ses parents étaient d'honnêtes laboureurs, comme l'ont dit et redit les témoins qui ont été interrogés, à Don Rémy en particulier, dans le procès en nullité. Son père, en effet, est un paysan fortuné, capable de représenter la communauté villageoise dans les négociations, en particulier avec les seigneurs. Et elle aurait même pu ajouter que, comme le disaient les témoins, ils étaient d'honnêtes et bonne conversation, c'est-à-dire, dans le sens de ces lettres de rémission que je connais si bien, ça veut dire tout simplement bien inséré dans le tissu paroissial, dans le tissu villageois. Et en fait, vous voyez bien que dans ce texte, Isabelle Romée insiste sur l'éducation qu'elle a reçue, que Jeanne a reçue dans son enfance. C'est essentiel. C'est essentiel. Pour définir, effectivement, qu'on ne sera pas incorrigible. C'est-à-dire que dès l'enfance, vous devez prouver que vous avez toutes les vertus nécessaires pour devenir de bonne renommée. Enfin, le texte dit lui-même que, finalement, elle aurait pu être
même destinée quoi, à un mariage, hein, éventuellement. Hein. Et d'ailleurs, c'est possible qu'elle ait été, en tout cas, fiancée de parole, hein, puisqu'on a le témoignage d'un procès. On sait qu'il y a eu un procès à l'officialité de Toul à ce sujet. Donc la voilà partie, cette Jeanne, elle a quitté tout le monde, et le texte dit bien que c'est parce qu'elle avait envie de servir finalement la communauté de son pays. Ses ennemis ont décidé autrement, hein, pour celle qui aurait dû être une preuve femme, avec religion catholique, vertu, virginité, hein, et ils en ont décidé autrement, d'où la nécessité de restaurer son honneur. Qui donc l'a diffamée? Comment? Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Quelles injures, d'abord? Quelles condamnations? Quelles images de Jeanne après la restauration de son honneur blessé à la fin du XVe siècle, en 1461 justement? Quelles injures? À la fois putain ribaude et sorcière. Ces deux formes d'injures ont été très fréquemment adressées à Jeanne de son vivant, et elles sont souvent passées sous silence par les historiens. Et je dois dire que là, les historiens n'ont pas raison, car ces injures n'ont rien d'anodin. Elles n'ont rien d'anodin, elles sont essentielles pour définir l'honneur de Jeanne elle-même, et pour l'opinion publique aussi, qui les écoute. Putain, d'abord. Dans cette société, l'honneur des femmes est fragile. Si un adversaire, un haineux, vous traite de putain, s'il n'y a pas de démenti de la part de la parenté, c'est-à-dire du père, du fils, du mari, la femme risque de le devenir aux yeux des autres. J'ai moult exemples à vous donner d'hommes qui, voulant obtenir les faveurs d'une femme, ou bien la prostituée, la traitent de putain. Jeune fille qu'on traite de putain ribaude, et qui, de ce fait, serait moult reculée de mariage, dit l'un de mes textes, hein, et d'autre part, ça c'est à Bussy-sur-Aisne, ou à Étrilly, cet homme qui parcourt les rues du village la nuit, Étrilly c'est tout petit, hein, donc vous imaginez une rue, là, une rue au village, dans le village-rue, et il parcourt la nuit en criant, en diffamant la femme mariée, qu'elle est une putain ribaude, et tout simplement parce qu'il veut avoir avec elle sa compagnie charnelle alors qu'elle est mariée. Or, Jeanne a été appelée putain ribaude très vite lors de son apparition en public. Dès le 22 mars 1429, la première lettre de défi, qui est essentielle, qu'elle envoie aux Anglais, elle devient alors un personnage public. Et la riposte, c'est qu'elle est une putain. Elle est une putain. Pourquoi? Parce qu'elle transgresse la place ordinaire faite aux femmes, qui ne s'exprime que très rarement dans l'espace public. Or, elle a écrit, et en plus, cet espace public est un espace militaire, réservé aux hommes, et s'il y a des femmes, ce sont quoi? Il y a des prostituées qui suivent les armées. Donc, au siège, ensuite, donc le 22 mars, dès le 22 mars, elle est traitée de putain. Au siège d'Orléans, on a plusieurs lettres de défi transmises aux Anglais, auxquelles les Anglais ripostent par cette injure, d'autant que son messager Guyenne est retenu en otage. Le 4 mai, par exemple, avant la prise de la Bastille Saint-Loup, comme le rapporte le journal du siège d'Orléans, corroboré d'ailleurs par le témoignage du page de Jeanne Louis de Coute, elle aurait elle-même dit aux Anglais « Au nom de Dieu, retirez-vous, sinon je vous chasserai ». Et la réponse du bâtard de Granville « Veux-tu donc que nous nous rendions à une femme ?» Et il aurait ajouté qu'elle est une putain et les Français des maquereaux. On est vraiment dans le sordide. Hein. La troisième lettre de défi qu'elle envoie attachée à une flèche lui vaut cette réponse. Elle est la putain des Armagnacs. Alors, bon, on a là un problème réel. Car qui peut venger Jeanne d'Arc? Qui peut restaurer cet honneur blessé par le terme de putain? Ben, la réponse, personne, sinon elle-même.
Alors, est-ce qu'elle a riposté avec des injures? Voilà la grande question. Évidemment, personne ne le sait. Rien ne le dit dans les témoignages du procès en nullité, hein, de ses compagnons d'armes en particulier. Au contraire, elle était lénifiante, elle était toujours très, comment dire, d'humeur égale, mais ils nous disent qu'elle a pleuré à l'écoute de ces injures. Donc, elle a été blessée par ces injures. Alors, je voudrais quand même vous faire passer voilà, le très beau texte, que je vous conseille d'ailleurs de lire, parce que c'est tout à fait amusant comme tout, et très intéressant, du mystère du siège d'Orléans. Et on a ici l'entrevue, enfin le discours restitué, bien sûr, c'est du théâtre, hein, ou quasiment, entre Glasdal et la pucelle. Tu es une putain prouvée, je le sais véritablement, tel tu es réputé, et réputé. Donc c'est dans l'espace public, c'est l'opinion publique. Hein. Chacun le sait certainement. Et elle aurait riposté, vous avez menti faussement. C'est le démenti. Le démenti qui va de soi face à l'injure de ce type. Or, donc ordure, hein, vilain paillard, Glasidas, infâme, malheureusement avant 12 jours tu mourras. Prédiction qui n'a pas attendu 12 jours, puisque le lendemain, effectivement, il s'est noyé dans la Loire. Donc on a un public. Alors c'est très intéressant parce que le mystère du siège d'Orléans, c'est de la fin. Normalement, cette partie-là est peut-être même antérieure, mais il a été écrit en plusieurs morceaux, en plusieurs phases. Et là, on est plutôt à la fin du 15e, voire au début du 16e siècle. Donc voilà comment on s'imagine, vous voyez, la riposte possible de Jeanne. Il fallait qu'il y ait un démenti. Mais Talbot l'a aussi injurié, hein, voilà. Il fallait démentir l'honneur blessé de Jeanne. Mais pour vous donner aussi l'idée de l'impact de ces injures dans l'opinion publique, lorsqu'elle arrive à Troyes, avec l'armée de Charles VII, hein, on est les 4-5 juillet 1429, et elle pense arriver et faire céder la ville de Troyes. Elle envoie une lettre de défi, et la réponse des Troyens, c'est qu'elle n'est qu'une cocarde. Qu'est-ce que c'est qu'une cocarde? C'est une prostituée. Hein, voilà, une fille débauchée, et en plus un peu folle. Donc, on ne peut pas l'imaginer autrement qu'en fille commune, suivant les armées, en fait. Deuxième injure, sorcière. Cette injure est moins fréquente à l'époque médiévale que celle de putain. Moins employée dans la vie courante, en tout cas pas avant la fin du XVe siècle, pour la voir se diffuser. On peut injurier une vieille ville sorcière à partir de 1450, grosso modo. Mais l'effet de sorcellerie a cependant joué un rôle essentiel dans le camp des ennemis de Jeanne, qu'il s'agisse des élites militaires ou des hommes d'armes. Ce milieu est particulièrement sensible à la sorcellerie. Les hommes d'armes portent de nombreux brevets sur eux pour se préserver de la mort subite sur le champ de bataille, et eux-mêmes enseignent la sorcellerie, puisque j'ai beaucoup de sorcières qui ont été initiées à la sorcellerie par, effectivement, des hommes d'armes. Les hommes d'armes anglais sont, d'après Jeanne elle-même, particulièrement superstitieux. Alors qu'elle dit à ses juges qu'elle ne croit pas à la sorcellerie, elle dit volontiers que les hommes d'armes anglais croyaient à la sorcellerie. Et ils attribuent leur défaite, et en particulier celle d'Orléans, à l'envoûtement qu'elle leur aurait fait subir. Ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est une des clés de compréhension du procès. Les Anglais et les Bourguignons sont persuadés qu'ils sont envoûtés par elle. Ne croyez pas que ça soit seulement le peuple qu'ils pensent, c'est-à-dire les hommes d'armes de milieu populaire, les élites aussi, et je vous le montrerai tout à l'heure, probablement ces juges aussi. Donc, on a
on attribue la défaite, les défaites, à l'envoûtement qu'elle aurait provoqué. Et là, je vous renvoie à la lettre du duc de Bedford, donc le grand administrateur de la campagne de France, du côté des Anglais, lettre du duc de Bedford au roi d'Angleterre, qu'on a datée, qui sera la date mâle, la date de 1429, enfin elle est de 1433, et à ce moment-là, vous voyez, Jeanne a été brûlée, Jeanne a été brûlée, et lui, le duc de Bedford, voudrait que des troupes lui soient allouées pour continuer la bataille. Et il explique. Tout semblait être à votre avantage jusqu'au moment du siège d'Orléans. Dieu sait par quel conseil. En ce temps, après le malheur que subit la personne de mon cousin de Salisbury, que Dieu absolve, arriva par la main de Dieu, comme il semble, un grand malheur sur vos gens qui étaient assemblés là en grand nombre. La cause en fut due en grande partie, à ce que je pense, à l'enlacement de fausses croyances et de folles craintes qu'ils ont eues d'un disciple et limier de l'ennemi, appelé la pucelle, qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie, lesquels, malheur et déconfiture, non seulement ont diminué d'une grande partie le nombre de vos gens, mais aussi bien, d'une façon merveilleuse, ont ôté le courage de ceux qui sont restés et ont encouragé vos adversaires et ennemis à s'assembler incontinent en grand nombre. Il reprend là l'idée que les hommes d'armes devant Jeanne d'Arc, qui est entrée dans Orléans, se sont jetés dans la Loire. Se sont jetés dans la Loire de crainte, si vous voulez, d'être en face, effectivement, d'une sorcière. Et ce texte du duc de Bedford est conforté par celui du bourgeois de Paris. Donc vous voyez, suivez bien le cheminement. Le bourgeois de Paris, quand il écrit cela, il est à Paris. Il n'a jamais vu Jeanne. Mais il a entendu parler. Donc c'est la rumeur sur elle là, qui est rapportée. Regardez. Qu'on disait sur la rivière de Loire, qui se disait prophète et disait « Telle chose adviendra pour vrai ». Il insiste donc sur le côté prophétique de Jeanne. Et puis, il parle du siège d'Orléans. Et regardez ce qui est en gras. Il y avait tout simplement, que s'est-il passé? Les Anglo-Bourguignons, plus exactement les Anglais d'ailleurs, étaient tout seuls à ce moment-là, étaient sur le pont, et l'hoste n'a pas bougé quand elle est entrée. Ils s'en sont pas émus, quoiqu'ils les vissent passer près d'eux à la distance d'un ou deux arcs, c'est-à-dire extrêmement près. Donc, s'ils ne se sont pas émus, c'est qu'ils sont tétanisés, envoûtés, par conséquent, par Jeanne. Alors, en face, on a le point de vue, si vous voulez, des Armagnacs, eux, qui affirment dès 1429, que c'est une jeune fille qui gardait les brebis, que les oiseaux des bois et des champs lui venaient manger dans la main, comme saint François d'Assise, comme apprivoisé. Mais lui, il dit que, bon, il n'y croit pas. C'est quand même tout à fait intéressant. On n'a pas attendu Michelet pour croire, effectivement, qu'elle avait des dons surnaturels. Et ce texte vous montre à quel point la rumeur a déjà conquis Paris. Et on voit en elle, effectivement, d'abord, une sorcière qui terrorise les Anglais. D'ailleurs, Thomas Bazin, en 1471, quand il écrit sa vie de Charles VII, dans un passage relatif au siège d'Orléans, il dit « Elle les terrifiait. Exteruerat. » Elle les terrifiait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'une sorcière qui vous a envoûté? Tout simplement en la brûlant. Voilà. Et donc, on a là un désenvoûtement, si vous voulez. Pour moi, le supplice de Jeanne le 30 mai, c'est tout autant, si vous voulez, un désenvoûtement qu'une condamnation pour hérésie. Seulement ça, évidemment, c'est moins dit
il faut le sentir dans le texte. Hein. Voilà. C'est une affaire de sorcellerie. Et ce qui va dans ce sens, me semble-t-il, c'est un petit épisode qui est rapporté dans le procès en nullité par un témoin. Au moment où elle est sur le bûcher, il y a un homme d'armes anglais qui s'approche et qui jette un fagot, participant en quelque sorte par le lynchage à la condamnation de Jeanne. Il apporte un fagot pour qu'elle soit effectivement encore mieux brûlée que par le bourreau lui-même. Mais évidemment, j'allais dire, il est puni parce que, après avoir alimenté le brasier le soir même, eh bien, il se convertit complètement parce qu'il a vu une colombe qui s'est échappée, évidemment, du lieu du supplice. Donc une grande partie de l'opinion la voit comme un faux prophète, une sorcière qui a paralysé les troupes anglaises. Vous voyez bien que tout cela, effectivement, a un sens politique que confirme, bien sûr, l'abjuration, le procès d'abord, l'abjuration au cimetière de Saint-Ouen le 24 mai et la sentence de mort sur la place du Vieux Marché le 30 mai. Donc je voudrais maintenant voir justement, dans la partie la plus officielle, qui est celle du procès, comment on a procédé au déshonneur. Parce que pour condamner quelqu'un à la mort, il faut qu'il soit diffamé. Ça, c'est une clé d'explication des procès médiévaux. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un s'il est de bonne renommée. Il faut arriver à le diffamer, donc à détruire sa renommée. Destruction totale, si vous voulez, de la fama de l'individu, de sa renommée. Alors, de quoi se compose la fama, la renommée au XVe siècle? Bien, deux aspects. La fama personnée, la renommée de la personne, la fama facti, la renommée des faits. C'est-à-dire la noirceur des actes criminels commis, qui doit évidemment être prise en compte. Mais, à l'époque qui nous intéresse, on est encore vers 1430, c'est la renommée personnelle qui reste essentielle pour du présumé coupable, donc pour le condamné. J'ai beaucoup d'exemples dans les archives judiciaires. Je voudrais vous en citer un seul, qui est... Nous sommes en Poitou, à Bersuire, et la seigneurie est haute justicière. Il y a 3 condamnations à mort au XVe siècle par le seigneur local qui possède la haute justice. Dans un cas, un enfant est noyé et on conclut à un crime. On fait venir des témoins. 9 d'entre eux sont remis, si j'ose dire, en liberté, parce qu'ils sont de bonne renommée. Point à la ligne. On ne va pas plus loin, on ne leur pose pas plus de questions. Peut-être le criminel était-il là, entre eux. La dénonciation. Alors, j'ai un autre exemple aussi. Alors là, on est à Paris, entre un noble qui est accusé d'avoir empoisonné sa tante, mais il a été dénoncé par sa servante. Et en fait, que dit-il au Parlement de Paris? Il dit, mais vous n'allez pas écouter cette servante qui n'est qu'une servante, alors que moi, je suis effectivement noble, de noble lignée, et par conséquent de bonne renommée. Donc, normalement, un procès commence par établir quelle est la renommée du coupable. Qu'en a-t-il été pour Jeanne d'Arc? Certains conseillers se sont enquis de l'existence de cette enquête préliminaire, qu'on appelle l'information. Et on sait, par des témoins de Domrémy, qu'elle a effectivement eu lieu. Il s'agissait en effet de savoir quel était le comportement de Jeanne dans son enfance. On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce comportement déterminant l'enracinement dans le mal et faisant partie, avec la récidive,
de ce que je vous ai appelé tout à l'heure l'incorrigibilité du coupable, ce qui justifie la peine de mort. On traque ceux qui ont eu des enfances mauvaises. Et le condamné à mort, type, est ce contemporain de Jeanne, un dénommé Poncelet, qui, je cite, « oncle ne fit bien, mais toujours depuis et dès son enfance, s'est appliqué à mal faire, à jouer au dé, à la paume, à fréquenter tavernes et fillettes diffamées, dès son enfance, hein, puis se rendit carme, dont laissa l'habit et devint chausseur et homme d'armes et vagabond. » Tout est dit. Voilà ce que c'est, celui qui est le gibier de potence, en quelque sorte. Or, Cochon, qui voulait un beau procès, a passé outre la bonne renommée de la personne de Jeanne. Et du coup, il l'inculpe davantage dans son procès, dans le procès de condamnation, pour la renommée des faits, qu'il a d'ailleurs recueilli lors de cette enquête. Sinon, comment saurait-il qu'il y a une fontaine miraculeuse, un arbre aux fées, etc. Hein, la rencontre avec Charles VII, il s'en est enquis. Le sang versé sur le champ de bataille, donc tous ces faits qui lui sont reprochés. Voilà. Plus les habits d'homme, qui d'ailleurs n'ont rien de canonique, puisque rien n'interdit normalement le port par les femmes d'un habit d'homme, même si vous voulez, la coutume prévaut peut-être sur le droit. Donc si la procédure a bien été suivie, et ça c'est vrai, c'est un beau procès, dans ce sens, en 2 temps, phase préparatoire qui dura 3 mois, puis procès ordinaire d'office qui débute le 26 mars 1431, donc ça c'est tout à fait bien fait. Il manque, me semble-t-il, une pièce essentielle dont on n'a jamais retrouvé trace, les résultats de l'enquête de renommée qui aurait dû précéder l'ouverture de la phase préparatoire du procès. Je ne comprends pas d'ailleurs que, si vous voulez, j'ai pourtant beaucoup travaillé sur la publication merveilleuse qui est faite à la Société d'Histoire de France, des 2 procès, mais on n'insiste pas sur ce point, tout simplement parce qu'il faut prendre à revers et se demander, au fond, qui peut être condamné à mort ? Est-ce que quelqu'un de bonne renommée peut être condamné à mort ? La réponse est non. Et voilà. Donc, voilà un premier élément de réflexion quand même sur la façon dont le procès a pu être biaisé avant l'ouverture de la phase préparatoire. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, ce sont les effets de la prison et le mystère de l'aveu. Et là, je reste extrêmement perplexe. Le procès est long, 5 mois. Resté enfermé, dans des conditions carcérales, avec auparavant comme otage pendant 7 mois. Et vous savez qu'elle a tenté de s'échapper à Beauvoir. C'est normal. Mais dans la prison incarcérée, c'est énorme, 5 mois. D'autant qu'elle est ferrée, peut-être menacée d'une cage. J'ai dit peut-être, parce que ça n'est absolument pas sûr. Elle a donc souffert en prison. Et là, je voudrais vous faire part de ce texte. Ah oui, non, ça c'est... Ben non, je reviens en arrière, mais ça ne plus du tout. Alors, ça... Ah oui, non, c'est pas ça du tout, je l'ai pas... Où est-ce que je l'ai mis ? Oh, alors, je l'ai passé ? Je l'ai peut-être pas mis. Si, voilà, le voilà. Le voilà. Le 14 mars, on lui... Donc vous voyez, on est quand même déjà... Elle a déjà été interrogée pendant de nombreux jours. Et là, elle a comme un moment de... Comment dire où elle vacille. Elle vacille. Elle répondit interrogée, quel est ce péril ou danger dont elle se sent menacée. Elle répondit que Sainte Catherine lui a dit qu'elle aurait secours. Elle ne sait si ce sera en étant délivrée de prison ou quand elle serait en jugement, s'il surviendrait un trouble par le moyen duquel elle pourrait être libérée. Et elle croit que ce sera l'un ou l'autre. Et le plus souvent, les voix lui ont dit qu'elle sera libérée par une grande victoire. Et ensuite, les voix lui disent « Prends tout en gré, ne te soucie pas de ton martyre, tu viendras finalement dans le royaume de paradis. »
Et les voix lui ont dit cela simplement et absolument. C'est à savoir sans faute. Et elle appelle cela martyr. Pour la peine et adversité qu'elle souffre en prison, elle ne sait pas si elle souffrira une plus grande peine. Tout est dit là. C'est un texte, un passage extrêmement émouvant du procès. Et vous imaginez les assesseurs de Cauchon écoutant ce qu'elle est en train de répondre là. Elle sera libérée. Ils ont une peur bleue, incontestablement. Je vais y revenir. Donc la souffrance, parce que la population médiévale ne supporte pas la prison. D'ailleurs, elle y tombe malade et on se dépêche de la soigner pour ne pas qu'elle meure de sa belle mort. Hein. Donc on a là une souffrance liée à l'emprisonnement, au manque de liberté, au manque d'air, au manque de va-et-vient que mènent ces populations. Elle est d'origine paysanne, ne l'oublions pas. En plus, elle a fait des exercices militaires, donc elle est habituée au grand air. Or, cette population médiévale meurt très facilement en prison au bout de 15 jours ou 3 semaines. Alors là, je ne peux pas résister à la comparaison que je fais toujours, mais tant pis, avec la ferme africaine de Karen Blixen. Elle raconte, dans ce livre, que les Maasai ne supportent pas la prison. Et elle ajoute ceci. Le gouvernement anglais a bien compris la chose. Il a remplacé la prison par des amendes. Transporter cela au Moyen-Âge sans faire d'anachronisme. Mais réfléchissez. Quelle est la peine la plus fréquente à l'époque médiévale? L'amende. L'amende pécuniaire. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, là, qui vous ouvre l'esprit en vous disant, attention, c'est un monde du dehors et un monde de la rue, hein, et il supporte mal l'enfermement. J'ajouterai à cela ce que m'a appris ma fréquentation des magistrats à l'Association française pour l'histoire de la justice et aux réflexions sur l'aveu. L'aveu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. À quel moment celui qui est criminel ou non avoue? Jeanne répond aux questions du tribunal pendant plus de 3 mois, je vous l'ai dit. Elle répond à ce qui peut être considéré comme un harcèlement. Certes, elle dit souvent « passez outre » ou bien « vous ne serez pas autre chose », ce qui d'ailleurs la permet de la traiter éventuellement de sorcière. Hein. Mais comme d'autres détenus jusqu'à nos jours, elle a fini par éprouver devant les juges le besoin d'avouer. On est ici devant le mystère de l'aveu en justice. Autrement dit, sous la pression de la justice, elle s'est diffamée elle-même. C'était très net à propos des voix, et c'est ce qu'il a perdu. Car effectivement, en avouant, elle est devenue hérétique. En transformant ses visions. Ils l'ont harcelée sur les visions. Harcelée. 22 février. Comment est-ce que c'était ces visions? Elle répond, c'est de la lumière. Tout va bien, c'est comme une allégorie. 24 février. Retour sur la question. Est-ce que c'est un saint ou une sainte? Elle répond que les voix viennent de Dieu. Tout va bien. Le 27 février, retour sur la question. Les voix lui disent de répondre hardiment. Ce terme magnifique, qui est presque sa devise. Hein. Mais elle précise leur nom. Saint-Michel en premier, mais elle n'a pas pour mission d'en dire plus. Le 1er mars, elle sait les reconnaître, à leur tête richement couronnée. Elle refuse aussi d'en dire plus. Et à la question « Saint-Michel était-il nu ?» elle répond « Croyez-vous que Dieu n'ait pas eu de quoi le vêtir ?» Magnifique. Le 14 mars, le jour où elle craque là, les 2 saintes ont un corps qu'elle a pu embrasser. Elle leur a fait la révérence
Elle les a sentis, elle les a touchés. Sous la pression des questions et le besoin d'avouer, la langue de Jeanne s'est déliée, elle s'est perdue en tombant dans l'hérésie. Troisième élément de réflexion sur ce procès. La peur dont je parlais tout à l'heure, la peur du tribunal. N'est-elle pas réellement pour lui une sorcière? N'ont-ils pas craint, eux aussi, d'être envoûtés par cette femme? Pour cela, il faut bien comprendre que la croyance en la sorcellerie, à l'époque de Jeanne, est partagée par tous. Les élites, comme le peuple. L'évêque de Chalon-sur-Saône a un barbier qui lui sert de sorcier. L'évêque de Chalon-sur-Saône. La présence des sorciers et des sorcières dans les cours princières est très fréquente. J'en vois, moi, dans les hôtels princiers du XVe siècle. Pour guérir Charles VI, on fait appel à des sorciers, qui d'ailleurs ont terminé brûlés. Alors certes, les juges de Rouen ne sont pas encore obsédés par le sabbat. J'ai eu la chance, moi aussi, de trouver, encore une fois, toujours dans les archives du Parlement, la première mention du sabbat, qui est postérieure, 1454. Mais ils cherchent des preuves de la sorcellerie. L'arbre au fait, le bois chenil, la fontaine miraculeuse. Et là, à chaque fois, elle répond, mais de façon extraordinaire, que elle sait que les gens y croient, mais elle n'y croit pas du tout. Hein? Et elle répond que sa marraine, la femme du maire de Domrémy, disait avoir vu des faits, mais elle n'y a jamais cru. Alors, et pour le bois chenu, elle disait bien le contraire, et dit en outre, quand elle vint vers le roi, quelques-uns demandaient si en son pays n'était point un bois qu'on appelait le bois chenu. Car il y avait procésie qui disait que du bois chenu devait venir une pucelle qui devait faire merveille. Mais en cela, n'a point ajouté foi. Les questions sont nombreuses sur l'anneau, la mandragore, le cheval noir, qui aurait une origine céleste. Et il est bien possible qu'effectivement, le tribunal ait pu croire qu'elle était réellement une sorcière et qu'elle les avait envoûtés. N'oublions pas que, dès qu'elle est prise, le duc de Bourgogne confisque un de ses anneaux. Pierre Cochon confisque aussi l'autre anneau. Elle lui réclame d'ailleurs. Hein. La peur sensible du tribunal est quand même très perceptible. Pourquoi? Parce qu'elle ne livre pas tous ses secrets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, passez outre. Hein. Elle les distille. Je ne vous dirai rien d'autre chose. Page 141 du procès. Passez outre. Je vous le dirai dans 3 mois. Ou encore, demain, je répondrai là-dessus. Et surtout, vous n'aurez pas cela encore. Page 84. Et l'angoisse est parfois perceptible complètement. 1er mars. Quand elle dit que les Anglais seront expulsés du royaume avant 7 ans, il lui demande si c'est le fruit de ses révélations. Elle répond positivement. Alors il la presse de questions. Quelle année? Quel jour? Quelle heure? Qui le lui a dit? Est-ce Saint-Michel, le saint guerrier? Quelle était l'allure de ces apparitions? Ils n'en peuvent plus. Ils veulent savoir parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Ils ne sont pas tranquilles. Si bien que la seule façon de s'en débarrasser, pour eux aussi, c'est, effectivement, de la brûler. Ce n'est pas seulement une liquidation politique, même si, effectivement, le procès est politique, on est bien d'accord. Hein. C'est une liquidation que je qualifierais presque d'anthropologique. Et le choix du supplice lui-même hein, le montre. Hein, c'est le feu, effectivement. Alors, évidemment, le procès est aussi politique. Il est aussi politique. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que tout le monde le sait. Hein. Mais je voudrais simplement dire que quand on étudie le texte de l'admonition du cimetière de Saint-Ouen, c'est tellement net, là où elle est accusée publiquement d'hérésie et de sorcellerie. On la compare à un monstre. Le but est de diffamer Jeanne pour montrer que le sacre du 17 juillet 1429 est dû à une hérétique et à une sorcière. C'est Guillaume Erard, maître en théologie,
qui prend comme accroche « Le sarment ne peut donner de fruits s'il ne reste attaché à la vigne ». Jean 15,4. Le sermon démontre que le royaume n'a jamais été touché par l'hérésie et que Jeanne offense par conséquent Dieu et le roi légitime qui est Henri VI. Elle est comparée à un monstre qui déshonore le royaume. Et seule la Gaule n'a pas eu de monstre. Alors c'est un leitmotiv qu'on voit déjà dans le songe du verger. Il n'y a pas eu de monstre. Le royaume de France est pur. Il est pur. Discours d'Anse-au-Chocard de 1367, par exemple. Alors évidemment, l'argument n'est pas sans coloration politique, vous vous en doutez. Il faut démontrer que le jeune Henri VI est le vrai roi par un coup d'éclat qui est ce supplice par le feu qui va purifier le nouveau royaume et favoriser l'entrée du jeune roi dans son nouveau domaine. N'oublions pas qu'il est sacré et peut guérir les écrouelles en Angleterre, mais il n'est pas sacré en France, dans le royaume de France, donc il ne peut pas guérir les écrouelles dans le royaume de France. Alors que Charles VII peut le faire, et s'est empressé d'ailleurs d'aller effectivement sur le faire dès son sacre. Autrement dit, il ne fallait pas seulement une décapitation qui aurait sanctionné un crime politique. C'était possible. D'ailleurs, le duc de Bedford, exactement le roi Charles VI, le jeune roi Charles VI, par le biais de son chancelier, l'écrit à tout le monde. Dans les lettres qu'il a écrites après le supplice par le feu, il se justifie parfaitement en disant « J'aurais pu, effectivement, mais je n'ai pas voulu parce que c'est un procès de foi que je voulais. » Alors, c'est le plus humiliant des supplices, et beaucoup plus que la décapitation, il n'y a pas de reste, ce qui pose le problème de la résurrection, d'abord du culte de la martyre, et puis de la résurrection des corps éventuellement. Donc c'est compliqué. Alors, quelle image de Jeanne, après justement ce supplice, et comment est-ce que son honneur peut-il être réhabilité? C'est le troisième grand point que je voudrais traiter, en essayant d'aller assez vite, mais c'est compliqué. D'abord par le procès en nullité qui restaure la fama personnée, et c'est le but de la supplique d'Isabelle Romée. Vous voyez que dans ce texte, que je vous remets, alors, on a ici, voilà, il n'est jamais question des apparitions. Vous l'avez vu. C'est uniquement un procès qui a diffamé et qui a été malmené. Eh bien, c'est ça, le procès en nullité. Je ne suis pas sûre que les juges du procès en nullité, on ne va pas refaire l'histoire, n'auraient pas condamné Jeanne d'Arc. Elle est hérétique, après ses aveux. Donc les apparitions, on en parle peu. On n'en parle même presque pas. Et c'est surtout la procédure, le fait qu'on a jugé une jeune fille de 18 ans, et, alors qu'elle était très jeune, etc. Donc on a à restaurer cette femme. Qui peut le faire? Eh bien, le roi lui-même, bien sûr, peut restaurer la fama par les lettres de rémission, mais là, il s'agit d'un procès d'église, et qui plus est d'inquisition, donc seul le pape peut casser ce procès d'inquisition. La question est de savoir pourquoi Charles VII a attendu, effectivement, 1456 pour procéder à la réhabilitation. Alors là, beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétesse pour un roi? Combien de temps dure-t-elle? Qu'est-ce qu'on en fait? On en a l'habitude. Tous les rois ont une, mais plusieurs prophétesses. Charles V avait Guillemette de la Rochelle qui l'évitait. Et il l'avait installée comme recluse à proximité du palais. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Vous voyez? Bon. Alors on a aussi un roi qui croit un moment aux prophéties de Jeanne, mais le problème c'est que ce n'est pas une prophétesse ordinaire. Une prophétesse ordinaire, elle cause, elle parle.
Elle peut prier éventuellement. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Elle agit par les armes. Et pour moi, le grand tournant, c'est le 8 septembre 1429. Quand elle échoue devant Paris. Alors, pour Philippe Contamine, avec qui j'avais beaucoup discuté de tous ces problèmes, c'était le 17 juillet, après le Sacre. Je ne suis pas sûre que ça soit si vrai. Parce que c'est peut-être plus compliqué, vous voyez. Le vrai tournant, c'est au moment où elle échoue. Et quand est-ce qu'elle échoue? Elle échoue quand elle prend cette décision folle d'un mauvais chef de guerre, hein, d'aller devant Paris, fortifié à mort par cette nouvelle enceinte qui a été encore... on a rajouté encore des défenses au début du XVe siècle. C'est imprenable, Paris, autrement que par surprise. Bon, elle a essayé, elle a raté. On peut penser que Dieu, effectivement, l'a abandonnée. Il faut se replacer toujours du côté de ceux qui croient, et pas nous, de notre jugement à nous. Alors, moi je crois aussi beaucoup au fait qu'en 1449, quand il arrive à Rouen, victorieux en novembre 1449, Charles VII découvre la ville de Rouen. Moi je crois beaucoup à la vertu des lieux. Il ne loge pas au palais, il loge justement à l'archevêché, qui sent encore cochon. Vous comprenez? L'outrage est trop grand, d'autant plus qu'il a dans son entourage de nombreux Normands et qu'il a été peut-être l'objet de requêtes de la part des Rouennais qui ont viré de leur cutie et qui demandent tout simplement à ce que ça soit réparé. Car dans la ville, je cite, il était de commune renommée que le jugement avait été partial et cruel. Et la ville était déshonorée. Donc les bourgeois de Rouen ont voulu certainement réagir. Donc je repasse sur ce procès de réhabilitation, parce qu'il est aussi très connu. Hein. Je répète que sur les visions, on reste très discret. Sur le signe donné au roi aussi. On aurait pu critiquer aussi la rapidité des décisions de Jeanne en matière militaire, ce qu'on appelle son orgueil. Et là, ce hardiment dont je parlais tout à l'heure, qu'elle répète si souvent, son orgueil. Or, c'est un défaut très important pour un chef de guerre et pour un chrétien. Et d'ailleurs, Thomas de Courcelles, qui avait souhaité faire voter la torture, il n'a pas réussi. Je ne le porte pas beaucoup en mon cœur, il faut bien le dire, même si c'est un excellent théologien. Donc Thomas de Courcelles, théologien brillant, est un des rares survivants du procès de condamnation. On l'interroge. Eh bien, figurez-vous qu'il ne se souvient de rien sur les points délicats. Eh bien non, à Saint-Ouen, il ne se rappelle plus de rien de ce qui s'est passé. Il se rappelle d'une seule chose, si ce n'est l'orgueil de cette femme. Je cite, l'orgueil de cette... Tout est dit là. Alors, on critique la pression des juges, on critique l'iniquité de la prison. Cauchon comme ennemi mortel n'aurait pas dû être, effectivement, le juge qui était nommé. Bref, l'absence de miséricorde dans le jugement. Alors, il y a réhabilitation. Il y a réhabilitation, mais franchement, cette réhabilitation, elle est sans éclat. Je le dis dans le livre, elle est sans éclat. On va ériger une croix sur la place du marché, c'est le moins qu'on puisse faire. On fait une procession jusqu'à Saint-Ouen. Mais quand je vois des réhabilitations, comme celle par exemple du maréchal de Rieux, début XVIe siècle, avait ensuite un procès qui a traîné pendant presque 50 ans, avec des torches, des pauvres qu'on a payés, des messes à profusion. Là, rien de tel. Rien. Qui aurait pu payer? Qui aurait dû payer? Charles VII. Rien.
Donc c'est une réhabilitation sans éclat. Et pourtant, elle n'a rien effacé tout à fait. Et du coup, peut-être n'a-t-elle pas suffi à effacer l'image que Jeanne pouvait avoir laissée de putain, effectivement. Et là, je remonte en arrière, je reviens en arrière. C'est pas là. Cette image, elle a été véhiculée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des textes, mais aussi par des fantasmes complets dans l'opinion publique. Il ne faut jamais oublier cette image-là. Et là, vous voyez, vous avez en face de vous le dessin que le greffier Clément de Fauquemberg a réalisé dans la marge du registre criminel dont il était chargé au Parlement de Paris. Clément de Fauquemberg, c'est un officier du roi anglais, modéré, qui fait son travail, et qui entend, qui écoute le cri public qui a été prononcé, rapporté et dû publiquement à Paris que dimanche dernier passé, les gens du Dauphin en grand nombre, c'est la fameuse bataille d'Orléans, qu'il a été crié donc le mardi, 10e jour de mai. Et en entendant cela, qu'est-ce qu'il écrit ? Il fait ce dessin, car ce qu'il frappe, c'est que pour combattre les ennemis qui avaient en leur compagnie une pucelle, seul ayant bannière entre les ennemis, ainsi qu'on disait. Le fait qu'elle ait bannière veut dire qu'elle est un capitaine. Donc il la représente. Il la représente et on a toujours vu ce portrait comme l'icône de Jeanne d'Arc. Parce que c'est le seul portrait que nous ayons de son vivant. Mais il n'a jamais vu Jeanne. Hein. Et j'ai repris ce portrait, après les injures de 1461, justement, et je me suis dit, mais attends, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il est en train de figurer quoi ? Une putain. Une putain. Regardez le décolleté, la gorge en avant, les cheveux défaits. Les femmes, les putains n'avaient pas à mettre de chaperon. La robe qui est ornée. Je me suis dit, mais t'as pas compris, quoi. T'as rien compris. T'as enseigné des choses fausses. C'est possible, entre autres. Et puis, si vous regardez bien l'étendard, c'est pire. Vous avez en bout de l'étendard, il aurait fallu que je puisse grossir, la griffe du serpent, du dragon. C'est-à-dire qu'elle est non seulement ribaude, mais sorcière. Les deux. Tout cela avec un Jésus, ce qui montre que c'est en fait totalement blasphématoire. Voilà ce qui était l'image possible de Jeanne, au moins pour ses détracteurs. Donc j'en viens maintenant à ce texte de 1461. Donc dans le X2A28, j'ai pas mis la référence. Je ne sais plus si j'ai mis la référence. Non, alors ça manque. C'est pas grave, vous la trouverez dans le folio 357, si je l'ai mise. Oui, bien sûr que si. Donc X2A28, 300 folio 357. Mais à force de vouloir gagner de la pince, on arrive à faire des bêtises. Au Parlement criminel. Je vous signale tout de suite que ce texte est parfaitement contemporain de la ballade de Villon sur les dames du temps jadis. C'est à peu près la même date. Donc on a aussi l'aspect inverse. Villon étant plutôt passé par la cour d'Orléans, hein, donc du côté des Armagnacs. C'est intéressant pour la suite. Ça vous montre qu'il y a une opinion qui n'est pas unanime. D'ailleurs, les nombreuses chroniques bourguignonnes qui circulent dans le royaume, dont celle d'Enguerrand de Monstrelet, qui a été diffusée à beaucoup d'exemplaires, se gaussent de Jeanne d'Arc. En
1461, on est dans une situation un peu difficile du point de vue politique. Louis XI est à Genappe auprès du duc de Bourgogne, Philippe, enfin le futur Louis XI, depuis 1456, et Charles VII est malade, comme le dit d'ailleurs le texte sur lequel on va travailler. Il meurt d'ailleurs le 22 juillet 1461. Alors évidemment, on est dans une plaidoirie, celle de l'avocat du procureur du roi qui initie le procès, et on ne saura jamais si ces injures ont été réellement prononcées. Je dirais, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais elles sont tout à fait plausibles, et c'est ce que je voudrais vous montrer. En tout cas, le procureur du roi est prêt à dénoncer ce qu'on pourrait appeler un crime de lèse-majesté, et même de recourir à la torture, ce qui peut aboutir à une sentence de mort avec confiscation des biens. Ce cas est extrêmement délicat, et il est suivi de 2 arrêts interlocutoires que j'ai pu retrouver. C'est très rare, d'abord d'avoir l'arrêt interlocutoire, mais d'en avoir 2, c'est encore mieux. J'ai eu la chance de le retrouver grâce d'ailleurs au service des archives du Parlement, qui m'a facilité le travail en me donnant accès aux originaux, tout simplement. C'est pas eux qui ont trouvé, c'est moi. Mais quand même, c'était plus facile. Dans les X2A30, on a effectivement 2 arrêts interlocutoires, l'un 2 jours après, ce qui est aussi très rare que ça aille aussi vite, qui procède à un élargissement de Jean II des Ulmes, et l'autre le 28 avril 1461, qui renvoie l'affaire à la prochaine session du Parlement pour interroger davantage de témoins. Alors les juges, ça veut dire que les juges se méfient de la pression qui doit être exercée auprès d'eux par celui qui a dénoncé Jean II des Ulmes, qui s'appelle Jean d'Aigreville, un autre noble, qui est celui donc qui a dénoncé les injures. Alors je suis allé plus loin. Et là, vraiment, une enquête policière a commencé. Qui était Jean II des Ulmes? Eh bien, j'ai retrouvé beaucoup de choses, parce que c'est un petit noble nivernais, écuyer. Il vient d'acquérir une place forte en 1458, la Maison Fort, proche de Cosne-sur-Loire, par un échange avec un grand personnage, Pierre III d'Amboise, seigneur de Chaumont. Et cette Maison Fort est l'un des fiefs, le meilleur fief, disent les textes, de la seigneurie de Saint-Vérin, toute proche, que possède Pierre III d'Amboise. C'est la clé de la dénonciation. Pourquoi? Parce que Jean d'Aigreville, bourguignon notoire, occupe la place et ne veut pas la céder. Il ne veut pas la céder. Il occupe la place et il essaye même d'étendre son influence dans le Donziais, dont fait partie cette seigneurie. Or, Jean II des Ulmes, lui, a passé un acte soutenu par donc Pierre III d'Amboise pour obtenir la Maison Fort. Et l'autre ne veut pas partir. Les sergents qui sont envoyés se font évidemment expulser. Il est sur sa barque dans l'étang voisin de la Maison Fort et il les nargue en leur disant qu'ils ne pourront pas obtenir les biens. Mais Jean II des Ulmes a une situation qui peut effectivement le rendre attaquable. Pourquoi? Parce que il est le beau-fils de Périnet-Gressart. Périnet-Gressart, c'est un aventurier qu'on connaît bien grâce à la biographie d'André Bossuin, et il a épousé la mère de Jean II des Ulmes, veuve, son mari est mort à Azincourt, et du coup, il a, j'allais dire, adopté son beau-fils, Jean des Ulmes, qui effectivement, dans le milieu familial, n'a pas dû entendre parler en bien de Jeanne d'Arc. N'oublions pas le siège de la Charité-sur-Loire
en novembre-décembre, de 1429, qui s'est terminée par un échec, mais elle a tenu tête à Périnet-Gressart pendant quand même un mois. Donc, il n'a pas non plus pu hériter des biens de son beau-père, puisqu'ils ont été, alors on ne le dit pas vraiment, mais confisqués en fait, par Charles VII, et redistribués en particulier à Guillaume Jouvenel des Ursins, le chancelier de Charles VII. Donc il ne doit pas porter effectivement Charles VII dans son cœur, et pourtant il le sert, parce qu'il est dans son hôtel. Et ça, ce sont des paradoxes de la vie de cour. Et d'ailleurs, il le dit, il le dit lui-même, il lui a pris, il a déshérité, il lui a pris la mode Josserand, je ne sais pas si c'est dans cette partie du texte, voilà. Et qu'il n'était point tenu d'aimer le roi pour ce qu'il lui avait fait perdre la mode Josserand, qu'en se faisant le roi et sa justice lui avaient fait grand tort, alors ça c'est magnifique, qu'il y avait un roi qui ne tenait point de justice et que les poules avaient mangé. Donc, on a là tous les ingrédients d'une vengeance entre nobles, d'autant que on peut penser que Jean d'Aigreville a profité de la situation pour obtenir la confiscation des biens en jouant de la fibre pro-bourguignonne du personnage. Et on sait qu'il y a un procès civil. Alors là, je ne vous ai pas mis l'extrait parce que c'est toujours dans cette plaidoirie. Il y a un procès civil parallèlement. Et je me suis dit, tu vas retrouver le procès civil. À propos, justement, de la Maison Fort. 1458, grâce d'ailleurs à la bibliothèque de l'École des Chartes où il y a tout, ou presque, j'ai trouvé plein de choses. Je n'ai pas retrouvé le procès civil parce que le procès civil est dans un registre qui, malheureusement, est en partie brûlé aux Archives nationales. Mais j'ai retrouvé les différentes phases de ce procès qui a lieu entre avril 1458 et 1460, au cours duquel, des différentes phases au cours desquelles Jean d'Aigreville est débouté par le Parlement de ses demandes sur la Maison Fort. Chaque fois, le Parlement a dit non, vous êtes en tort. Je passe les détails, vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, le suivi de l'affaire dans l'article que j'ai rédigé pour la revue historique dans le numéro 701, parce que c'est trop long pour vous le résumer, et ce n'est pas non plus notre intérêt. Non, un procès donc est évoqué au Conseil en 1460, le 16 février, avec un arrêt du 23 février, et puis ensuite un procès au civil du 16 février 1460, et le premier c'est août 15 septembre, et le deuxième 16 février, 23 février. Donc j'entre pas dans le détail des faits, mais vous voyez bien qu'on est là dans quoi ? Dans l'idée que il a échoué au civil, il ne peut pas obtenir la Maison Fort. Donc, la seule solution, c'est de diffamer l'adversaire, d'utiliser la justice, qui vous montre une consommation de la justice, comme aurait dit notre ami Smail, une consommation de la justice pour assouvir la vengeance. Obtenir du roi la justice du roi, que l'autre soit condamné par lèse-majesté, s'emparer des biens, évidemment, après la confiscation, en disant qu'on est le meilleur. On a donc là, tout simplement, une vengeance, au cours de laquelle cette pauvre Jeanne d'Arc voit son honneur mêlé, encore une fois, à celui de Charles VII. Et elle en fait les frais. Elle en fait les frais, mais néanmoins quand même. Si vous réfléchissez bien, cette plaidoirie le prouve, il faut honorer Jeanne, comme on honore Charles VII. Autrement dit, elle est reconnue dans son honneur par la justice du roi, ce qui n'est pas rien. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'un procès en réhabilitation sans éclat.
là, on a quand même une reconnaissance officielle, hein, de Jeanne, bien sûr. Et on a effectivement, c'est pas rien, me semble-t-il, car attaquer Jeanne devient, de ce fait, un crime de lèse-majesté. Elle est reconnue comme capitaine, bien sûr, et c'est lui reconnaître aussi une légitimité politique. Mais rien de plus. Elle n'est ni martyre ni sainte. En conclusion, je dirais que je poserai la question, et que je n'arrive pas à résoudre, hein, bien sûr. L'honneur de Jeanne a-t-il été finalement restauré au XVe siècle? Je serais tenté de penser que non. Il n'y a que des fragments de sa renommée. En tant que personne d'ailleurs figée dès le départ, par ses bienveillants, dans une définition mythique du personnage, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec les petits oiseaux qui viennent manger dans sa main. C'est une bonne paysanne, catholique, bien insérée dans l'Église. Il y a certainement des lieux où sa renommée rayonne. À la cour de Charles d'Orléans, qui tenait en apanage 9 châteaux, pas l'oublier. Où a évolué François Villon dans cette cour, d'où Jeanne la Bonne-Lorraine. À Orléans, où les fêtes joanniques sont instituées dès 1429. À Compiègne aussi, où à la fin du XVe siècle, son personnage est associé à la haine contre le capitaine Flavy, ce traître, qui l'aurait mal conseillé pour la faire tomber dans les mains des troupes bourguignoles. On sait qu'il n'en a rien été, mais la tradition historique est implantée. À Rouen, également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le mythe de la bergère, la propagande armagnac, l'a véhiculé. Il est possible que la ferveur populaire ait pu la relayer. Et il faut faire, bien sûr, le lien avec les représentations du XIXe siècle. Mais je dirais, pour être honnête, que la réputation de Jeanne reste controversée au XVe siècle, étroitement mêlée à Charles VII, comme le montrent les injures proférées en 1461 par Jean des Ulmes. Son honneur est difficilement séparé de celui du roi, qui continue à avoir des ennemis, en particulier chez les Bourguignons. Et je n'aurais pas soupçonné, j'en ai discuté avec Amable Sablon du Corail, qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, parce que lui, il pense que Louis XI était un fan de Jeanne d'Arc. J'en suis pas sûr du tout. Du tout. Il a quand même été à un moment, un protégé, hein, des Bourguignons. Attention. Hein. Donc, un honneur difficilement détaché de celui du roi, qui continue effectivement à avoir des ennemis, en particulier chez les Bourguignons, et je ne pensais pas que ce courant pro-bourguignon était aussi fort encore à la fin du XVe, enfin en 1461, vous voyez, au moment de l'avènement de Louis XI. Parce que de quoi rêve Jean d'Aigreville, qui dénonce Jean des Ulmes, alors qu'il est lui-même pro-bourguignon. C'est lui qui fait arrêter, voir la chronique scandaleuse, les émissaires qui vont rendre hommage au corps de Charles VII, les officiers royaux qui vont... Il les fait arrêter. C'est Jean d'Aigreville. Donc il était tout autant pro-bourguignon, sans doute, que ne pouvait l'être Jean des Ulmes. Donc il y a tout un courant dans cette noblesse de personnages qui rêvent de quoi? Eh bien, éventuellement, du traité de Troyes, tout simplement. Vous voyez? Parce que, finalement, Charles VII leur a enlevé des biens. Voilà. Donc, il y a une adhésion très, très matérielle. Hein, une adhésion très matérielle, mais elle existe. Donc, il faut attendre le XIXe siècle pour que la personnalité de Jeanne soit étudiée pour elle-même et que sa femme impersonnée soit vénérée par le plus grand nombre. Est-ce que c'est pour elle-même? C'est pas sûr.
C'est lié là encore à d'autres composantes. L'honneur du peuple, chez Michelet, ou Jaurès. Celui de la nation, chez Déroulède et les Revanchards. Celui de l'Église, chez Dupont-Loup ou Péguy. Jeanne, étudiée pour elle-même, n'est peut-être que l'affaire des historiens. Mais il faut que nous restions très modestes. Car son personnage laisse toujours flotter un irréductible mystère. Je vous remercie. Alors je crois que si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. J'aurais une question simplement à propos de l'Église et de son comportement. Est-ce qu'on trouve des mentions de Jeanne dans les sermons à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, une amorce de reconnaissance Dans les sermons, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. C'est une question très intéressante. On a des embryons d'histoire qui commencent, mais très, très modestes. Très modestes. Il faut attendre pratiquement la veille de la Révolution française, hein, la fin du XVIIIe siècle, pour qu'on ait des biographies qui commencent à se mettre en place, avant Michelet, hein, avant Michelet, bien sûr. Non, je pense que... Alors, elle n'a jamais été oubliée. Elle n'a jamais été oubliée, mais elle est présentée... Ça, je ne vous l'ai pas mis dans les... Pardon. Dans les projections, j'aurais peut-être dû, pour répondre à ta question, elle est projetée, elle est dans les vigiles de la mort de Charles VII. On est vers 1475. Elle est toujours représentée en robe. Intéressant quand même, hein, alors que tout le monde sait qu'elle avait un habit d'homme. Alors, est-ce que c'est pour la racheter? C'est possible. Pour la magnifier, pour montrer qu'elle était aussi une femme. Voilà, mais elle est toujours représentée en robe. Et ensuite, à l'époque moderne, alors, là aussi, il faudrait affiner dans le temps. Elle est représentée en Judith, éventuellement. Oui, donc avec une robe. Et puis, le personnage qui caracole. Le personnage qui caracole à cheval, c'est un petit peu postérieur. Mais après, ça se développe. Enfin, je veux dire, ça se développe au sens, ça s'amplifie en nombre, les représentations. Mais ça n'est pas... les sermons, je ne peux pas te répondre. Il faudrait poser la question à une spécialiste. Je la poserai d'ailleurs. À une spécialiste, je pense à des spécialistes de la... Même à Jean-Marie Le Gall, tu vois. De demander à des spécialistes de la vie religieuse s'ils ont vu apparaître Jeanne d'Arc dans la littérature destinée au public, quoi. Je ne pense pas qu'elle devienne un exemplum. Hein, c'est ça, ta question, en fait. Ben oui. Donc, non, je ne pense pas qu'elle devienne un exemplum. Et justement, peut-être à cause de ce côté, est-ce qu'on peut faire d'une femme qui est en culotte, est-ce qu'on peut en faire un exemplum? Problème. Hein? Voilà. Je ne sais pas, c'est un personnage tellement difficile à cerner, finalement, au bout du compte. Et puis, alors, pour écrire ce livre, je vais vous dire comment j'ai fait. Grâce au confinement, d'une certaine façon. Je suis partie dans ma campagne, avec ce que je sais dans ma tête, et avec le texte des 2 procès. Voilà. Et j'ai repris des procès, complètement, de A à Z, en prenant des notes, bien sûr. J'ai fait que ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette peur des juges, quoi. Ils ont peur. Mais comment on n'a pas vu ça? Ils ont peur d'elle. Parce qu'elle les désarme. Elle est extraordinaire, ses réponses sont extraordinaires. Il n'y a pas que le droit de grâce. Hein. Pas le droit de grâce, l'état de grâce. Il n'y a pas que ça comme réponse. Elles sont toutes extraordinaires. Et tout cela en étant enfermé. Hein, c'est fou, quoi. C'est fou. Donc qu'elle ait craqué le 14 mars, ça peut se comprendre. Donc mais je vais poser cette question, moi, à des spécialistes de l'histoire religieuse, parce que c'est intéressant, la question. En fait, on ne s'est pas beaucoup intéressé sur
l'image qu'elle pouvait avoir dans le public. On sait qu'à l'époque, au temps de Jeanne d'Arc, il y avait beaucoup, qu'il y ait des usurpations, qu'il y ait une certaine humiliation qui se crée. Est-ce qu'avant sa chute, on a eu des exemples de femmes qui se sont revendiquées également comme des assistantes de Jeanne et qui ont voulu aussi prendre l'armure, entre guillemets, et aller combattre au nom de Jeanne, ou non? Non, bon, il y a eu des fausses Jeannes, vous savez. Hein, oui, des fausses Jeannes, il y en a eu. Bon, ça, je ne l'ai pas traité parce que c'est... Bon, je trouve pas ça très... Enfin, c'est intéressant, mais en même temps, ça montre... Remarquez, c'est intéressant parce que ça montre l'impact qu'elle a sur l'opinion publique. Hein, parce que croire à une fausse Jeanne, bon... Et ses frères, hein, qui ont joué un rôle pas très joli, il faut bien le dire, très, très, très affairiste, hein, qui en ont profité, qui ont profité d'elle, en fait. Et on a d'autres femmes, en dehors des fausses Jeanne, non, pas avant Beauvais, et Jeanne Hachette, non. Justement, c'est ça, en ça qu'elle a transgressé complètement tous les codes. Elle est originaire du Barrois et pas de Lorraine, alors elle... ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est dans une zone, de frontière, et le village de Don Rémy lui-même est partagé en deux. Voilà, bon. Et les juridictions ne sont pas les mêmes. Voilà. Et donc, elle est originaire du Barrois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle est aussi originaire de la bonne Lorraine, hein, vous voyez. C'est pas moi qui le dis, c'est Villon, parce que c'est comme ça qu'on la situe. Hein. Alors, ce qu'il faut, et ça j'étudie, je mets beaucoup l'accent là-dessus, parce que il faut comprendre d'où elle vient aussi. Et elle vient d'un pays frontalier où les villages autour de Neufchâteau ont été assiégés constamment au XIVe siècle, et encore au début du XVe siècle quand elle naît, par le duc de Lorraine. Voilà. Alors il y a le pillage, on emporte le bétail, et on fait des dégâts. Bon. Or, Neufchâteau est sous la sauvegarde du roi, et il en a confié la gestion, justement, à Louis d'Orléans, puis ensuite, donc, ce qui explique qu'elle connaisse l'existence du duc d'Orléans. Vous voyez? Tout le monde s'étonne, mais non, pas du tout. À Neufchâteau, il y a les armoiries du roi de France, hein, et celle du duc d'Orléans. Une fois Louis d'Orléans assassiné en 1407, c'est son fils qui hérite de cet apanage. Donc il y a... Et que les Bourguignons, d'ailleurs, lui reprennent. Hein, donc c'est une zone très controversée, avec des circulations d'hommes d'armes importantes. Pour vous donner une petite idée, j'ai étudié autrefois, dans un des premiers articles, un procès entre, justement, contre le duc Charles de Lorraine, qui a été normalement accusé de lèse-majesté, qui normalement aurait dû être banni et sanction qui n'a jamais été appliquée en 1412-1413. Donc, que raconte ce procès? Une de ces incartades des troupes du duc de Lorraine, c'était d'abattre, en premier lieu, les armoiries de sauvegarde, de les jeter par terre et de les brûler, en criant et en injuriant le roi. « Tu es folle, le roi !» Je cite de mémoire. Hein. « Tu es folle, le roi !» Le roi chiait, donc le roi chute, le roi meurt. C'est énorme. Vous voyez? Donc on est dans un lieu extrêmement vif de sentiments contraires. Vous voyez? De sentiments d'appartenance contraires. Et ça vous développe ce qu'on peut appeler déjà l'embryon d'un sentiment national, à travers la personne du roi, à travers l'obéissance au roi, à travers le ralliement aux devises du roi. Vous voyez? À ces panonceaux, fleurs d'Élysée, à ces images qui font que, voilà, on lui obéit. Alors, et du coup, on lui désobéit en le jetant par terre. Elle a vécu tout cela. Il ne faut pas oublier qu'elle est allée à Neufchâteau se réfugier avec ses parents. Elle n'y est pas restée longtemps, mais
Elle y est allée, donc elle connaît parfaitement la conjoncture. Alors, elle connaît aussi la grande pitié du royaume de France. Parce que ça, c'est véhiculé par, là, pour le coup, par les sermons, hein, de ceux qui passent sur cette zone frontalière, et en particulier les ordres mendiants, hein, qui circulent sur ces zones-là, et qui parlent de la grande pitié du royaume de France. C'est l'expression, si vous voulez, au même moment de Christine de Pisan. Et ce qui m'a frappé, et ce que je développe dans ce livre aussi, c'est quand on connaît un peu, justement, les traités théoriques favorables au roi de France à l'époque du traité de Troyes. Eh bien, 1420, hein, on est frappé par la concomitance, par la concordance entre l'attitude de Jeanne, sa l'attitude de vie, son comportement, et l'idéologie que véhiculent ces traités. Ça ne veut pas dire qu'elle a copié dessus. Ça veut dire qu'elle est à la pointe de la réformation, hein, qui circule à cette époque. Confession, communion fréquente. Vous avez vu que la mère de Jeanne dit une fois par mois. C'est une plaisanterie. Hein, il ne fallait pas plus, c'était déjà beaucoup. Mais communion fréquente, c'était pratiquement tous les jours. Elle souffre d'ailleurs en plus, ça je ne l'ai pas dit, mais de ne pas communier quand elle est en prison. Et ils lui interdisent, parce qu'il faut qu'elle mette un habit de femme pour y aller, pour être admise à la communion. Donc voilà, vous voyez, on a une Jeanne qui est beaucoup moins décontextualisée qu'on ne pense. Moi, ça m'a frappé, c'est cette réforme. Bon, ne pas blasphémer. Ne pas blasphémer. Elle répète ça tout le temps. Ne pas blasphémer. Mais ça, c'est dans les traités théoriques. De tous ces gens anonymes, éventuellement. On en a retrouvé un dans les registres du Parlement de Poitiers. Vous voyez ? Et il y en a d'autres qui ne sont pas anonymes, mais qui ont été étudiés les uns et les autres, d'ailleurs, par Nicole Ponce, qui a fait un travail colossal de trouvailles de ces petits traités qu'on ne connaissait pas avant elle. Vous voyez ? Donc on a une Jeanne qu'il ne faut pas décontextualiser. On ne peut pas comprendre Jeanne d'Arc si on décontextualise, sinon on la voit uniquement comme effectivement une martyre, une sainte, une héroïne. Oui, elle l'est, mais parce qu'elle est à la pointe d'une société. Oui, monsieur. Oui, c'est très troublant tout ce que vous racontez. C'est troublant. Un profane. Y a-t-il eu des études psychiatriques sur Jeanne d'Arc? Qu'ont-elles conclu? Et de manière plus générale, vous qui travaillez beaucoup sur les procès du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, quelle était, dans votre idée, la place de la maladie mentale? Ah, mais vous avez parfaitement raison de poser cette question. Parce que, alors, bon, ce que je vous ai dit sur l'aveu, par exemple, moi je l'avais déjà ressenti ça, mais pas pour Jeanne d'Arc. Pour l'ensemble de mes lettres de rémission, je l'avais ressenti en lisant, et j'ai lu de la psychanalyse. Ah oui, oui, non mais Reich, le besoin d'avouer. L'homme a un moment le besoin d'avouer. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Bon. Alors, après, analyse psychiatrique, il y a eu des études psychiatriques, en particulier sur les rois de France, Brachet, hein, sur les maladies des rois de France, bien entendu, hein, il y a eu des analyses. Mais sur Jeanne d'Arc, de toute façon, alors là, je me méfie beaucoup. J'ai rien regardé de cette bibliographie-là, parce que, bon, je me méfie un tout petit peu quand même. Elle n'est rien dans ses réponses ne l'apparente à quelqu'un qui a une démesure par rapport à la norme. Elle est... Alors, c'est une prophétesse. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétesse? Voilà. Elle se croit être une prophétesse. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétesse au Moyen-Âge? Alors, si toutes les prophétesses, effectivement, relèvent de la psychiatrie, d'accord. Mais il y a pire. Vous savez, Guillemette de La Rochelle qui lévitait à côté de Charles V, bon, et d'autres, hein, et d'autres. Non, je pense que là, on a quand même quelqu'un qui s'engage
C'est ça l'intérêt de Jeanne d'Arc. C'est qu'elle s'engage, elle n'a pas peur d'exposer son corps. Hein. Et elle répond, vous savez, elle répond en disant, c'est quand même extraordinaire, elle répond, il lui pose la question de savoir si finalement, ça veut dire à peu près ça la question, est-ce qu'elle a fait vœu de virginité? Elle répond non, pas vraiment. J'ai dit que je serais comme Sainte Catherine et Sainte Marguerite tant que je n'aurais pas gagné et que les Anglais ne seraient pas expulsés hors de France. Autrement dit, si j'arrive à les expulser, rien ne dit que je n'aurai pas une vie normale. Point. Vous voyez? Bon. Peut-être. Peut-être. Mais bon, la société est faite... Ouais, non, mais peut-être. Mais la société est composée aussi... Dans la société, il faut composer aussi avec tous les schizophrènes qui la peuplent et qui éventuellement la gouvernent. Voilà. Je crois que... Oui? Je me demandais, je crois qu'on a quand même très peu de documents sur Jeanne d'Arc et sa vie. Alors je voudrais savoir... Très peu de documents. Beaucoup, madame. En même temps, il y a beaucoup de zones un petit peu... Je voudrais savoir, est-ce qu'on sait précisément, cette femme, justement, qui n'était pas à sa place, qu'on a diffamée en la traitant de putain, justement, parce qu'elle... Est-ce qu'on sait précisément le rapport qu'elle a eu avec ces grands seigneurs, comme je dirais, et comment ces gens-là, ces grands seigneurs, la considéraient réellement? Parce qu'ils ont combattu ensemble. Alors, les grands seigneurs en question... Si, on a beaucoup, enfin on a quand même quelques renseignements grâce au procès en réhabilitation et les témoignages. Alors les grands seigneurs en question, il y en a deux qui ont dit qu'elle était fort belle, qu'elle avait même de très beaux seins, mais que ça ne leur donnait aucune envie de rien. Grosso modo, hein, voilà, je résume très rapidement les choses. Mais ils disent qu'ils l'ont vue se déshabiller, ce qui est normal, puisqu'ils partageaient la même tente, hein, voilà. Bon, alors... Plus sérieusement, si vous voulez, les seigneurs en question ont eu des rapports compliqués avec Jeanne. Ils ont eu des rapports compliqués. Pourquoi? Parce qu'elle se déclare chef de guerre, et elle a l'étendard, donc elle est capitaine, sans avoir, si vous voulez, le savoir-faire de la hiérarchie nobiliaire, si j'ose dire, puisque tous les capitaines pratiquement sont nobles, ou presque, à l'époque. Donc ça, c'est un premier point. Et, autrement dit, il la considère à la fois comme une prophétesse et comme leur égale. C'est difficile, vous comprenez? C'était pas forcément un très bon chef de guerre. Elle est allée au charisme. J'ai pas raconté tout, parce que tout le monde sait ça. En 1429, le déclic ne pouvait venir que d'un changement psychologique. Les forces étaient quasiment égales, plutôt du côté anglais, favorable. Mais il fallait, pour prendre Orléans, il fallait un déclic. Et Dunois, qui était à l'intérieur de la ville, était prêt à céder aux Anglais, aux Anglo-Bourguignons. Il n'en pouvait plus. Les témoignages du siège d'Orléans montrent que la population était affamée au bord du gouffre. Et elle arrive à passer la Loire contre vents et marées, si j'ose dire, parce que c'était contre même la vie, effectivement, des capitaines. C'est un déclic psychologique qui fait qu'elle reprend du coup à revers le siège anglais. Hein, et là, pour le coup, je crois qu'effectivement, c'est pas faux ce qu'ils racontent. Ils ont eu peur parce que c'était une femme et que ça était totalement inhabituel. Il est probable qu'effectivement un certain nombre d'hommes d'armes anglais, alors les Bourguignons sont partis hein, à ce moment-là, un certain nombre d'hommes d'armes anglais sont tombés dans la Loire, effectivement. Et alors là, elle réussit, mais ensuite, la bataille de Patay qui suit, elle n'est pour rien ou presque. On lui confie un bataillon, j'allais dire secondaire, en arrière. Ça n'est pas un très bon chef de guerre.
Ça, j'en suis un peu persuadée. Et je parle là sous le contrôle de Françoise Michaud-Fréjaville, qui connaît beaucoup mieux que moi tous les processus militaires de Jeanne. Non, c'est pas un très bon chef de guerre. Elle va hardiment. D'où le péché d'orgueil qui lui est reproché. Elle n'assure pas ses arrières. Le siège de Paris, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Alors que celui de la Charité-sur-Loire est mieux mené. Vous voyez ? Justement, ni pour une folle, ni pour une sorcière. Puisqu'ils ont quand même combattu, Ils ont combattu à ses côtés. Bien sûr. Et là, si vous pensez à Gilles de Rais, par exemple, bien sûr, ils ont combattu à ses côtés et ils ne disent que du bien d'elle dans leur témoignage. Mais en même temps, il faut savoir lire aussi entre les lignes. C'est-à-dire que parmi ces grands seigneurs, il y en avait certainement qui étaient favorables davantage à une négociation, hein, et pas seulement les conseillers de Charles VII, parce que dans une bataille, si vous voulez, il y a un temps pour tout. Dans une lutte armée, à l'époque médiévale, il y a un temps pour le combat, et puis il y a un temps pour la négociation. Vous voyez ? Voilà. Donc, elle ne voulait pas entendre parler de négociation. Ce qui est arrivé à Troyes, très intéressant. Je vous ai dit, elle envoie une lettre de défi, elle est accusée d'être cocarde. Très bien. Elle, qu'est-ce qui se passe ? On attribue à Jeanne l'entrée dans les villes. C'est faux. C'est faux. Elle est entrée dans la ville, et Charles VII est entré dans la ville parce qu'il y a eu une négociation entre les élites, d'une part, urbaines, et l'armée de Charles VII. Ça tombait bien parce que ils étaient tous passés par le conseiller de Charles VII était passé comme les élites par le collège de Navarre. Ça crée quelques solidarités. Donc ça a été facilité. Mais voilà. Et la ville de Troyes a immédiatement envoyé une lettre à celle de Reims, laquelle en a envoyé une à celle de Châlons, par le biais de cette communication qu'on commence à étudier, Dieu merci, qui fait qu'il y a une capillarité de l'information. Donc les villes sont tombées les unes après les autres, non pas par le miracle de Jeanne, même si on a vu des papillons voler autour de son étendard à Troyes, mais par le fait qu'il y a eu une négociation avec show mise monnaie de la grâce royale, de l'abolition. La ville a payé le roi. Elle a payé. Alors, pourquoi ? Parce que les élites étaient, si vous voulez, ont senti le vent en poupe de Charles VII et ont viré de bord, en demandant d'ailleurs à frère Richard de faire un sermon, alors là, pour calmer les pro-bourguignons du peuple. Parce que le peuple était pro-bourguignon, parce que les bourguignons disaient qu'on abolirait les aides et donc les impôts. Vous voyez ? Donc, ces villes qui tombent les unes après les autres grâce au miracle de Jeanne, oui et non. Oui, parce qu'elle galvanise les troupes, parce qu'elle dit « j'en ai assez, vous êtes en train de négocier, vous perdez du temps, etc. Il faut aller vite, il faut aller sacrer le roi. » Donc elle les booste, hein, pour parler vulgairement. Hein, elle leur dit de se dépêcher. Ça, oui. Elle les active. Elle est un ferment, un bouillonnement, si vous voulez. Hein, et elle les fait changer, elle les fait activer, et, parce que son but à elle, c'est le sacre. Point. Alors là aussi, vous voyez, j'allais dire, elle est en retard sur son temps, mais presque. Parce que c'est une fille du peuple. Et le sacre, pour elle, c'est fondamental. Or, justement, chez les théoriciens du même moment, le sacre devient quasiment inutile. Il suffit d'être le fils du roi pour avoir le droit d'être le roi. Autrement dit, la royauté est héréditaire de fait. Point. Bon, on n'en est pas. Vous savez que ça a duré jusqu'à même Charles X. Hein. Donc ça n'a pas été abandonné. Mais on a quand même des courants
Et elle, dans le peuple, c'est le sacre, parce qu'après, il y a le toucher des écrouelles, etc. Voilà. Donc on a un personnage, les princes ont été avec elle. Alors, bon, on parle beaucoup de Gilles de Rais. C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui a favorisé les fêtes johanniques. C'est possible. À Orléans. C'est possible. Parce qu'on a mention de théâtre dont il aurait peut-être été l'initiateur. Hein. C'est possible. Alors on dit, alors là on rejoint aussi la psychiatrie, que après, justement, il s'est retiré complètement après que le bûcher de Jeanne l'a traumatisé, qu'il s'est retiré dans ses terres et qu'il a dilapidé tout son argent pour l'alchimie. Bon, je connais un peu le personnage de Gilles de Rais, là aussi, c'est difficile de juger et de trancher. Voilà. Alors, mais le duc d'Alençon, Dunois, etc., quand ils sont interrogés, parlent d'elle en termes, en termes bien plus courtois que moi je viens de le dire. Ils disent pas que c'est un mauvais chef de guerre. C'est en voyant les faits qu'on peut le juger.